Autrefois, le monde vivait en paix. Les ruelles étaient calmes. Une rire des enfants s'entendait au loin. Mais sortis de nulle part, une ombre mortelle planait au-dessus de leur tête. C'était le début de l'attaque des dragons. Les faibles humains ne pouvaient que fuir face à la suprématie du peuple draconien. La guerre dura 13 ans et transforma le monde des hommes en un enfer sur terre. Face aux puissants dragons, l'espèce humaine tendait vers sa fin et allait bientôt disparaître. Mais un homme continua à combattre. C'était le fils aîné de la meilleure famille des pays du continent, l'archiduc Ethan de la famille Ardan. Il était devenu le pire cauchemar des dragons. Ces derniers périssaient sous sa lame. Surnommé le Demon Slayer, c'était le dernier héros de l'Empire Aidern. Malheureusement, lors de la bataille finale contre le roi des dragons d'Arkish, le dernier héros périt. Ethan mourut sans avoir pu tenir la promesse faite au monde, à son père et aux autres chevaliers tombés au combat. Tout espoir était alors perdu. Mais une voix criait encore son nom. Ethan se réveilla et vit sa sœur à son chevet. « Sœurette, est-ce bien toi ?» Oui, Ethan, tu t'es enfin réveillé. Ethan n'y comprenait rien. Sa sœur est morte à la suite d'une embuscade contre les dragons. Il est lui aussi mort en combattant le roi dragon. Mais il se retrouve subitement sur un lit. De plus, sa sœur qui était une duchesse ressemblait maintenant à une servante. Vu que sa sœur est en vie, il supposa donc qu'ils sont dans l'au-delà. « Ma sœur, l'autre monde est-il agréable ?» Mais de quoi parles-tu, Ethan? Promets-moi juste que tu ne te sacrifieras plus. De quel sacrifice tu me parles, ma sœur? Tu es sûrement encore perturbé. Attends un moment, je vais te faire de la soupe. Tu vas la faire toi-même? Oui, reste allongé, je vais faire au plus vite. Pour Ethan, tout ceci était bizarre. Sa sœur n'a jamais su cuisiner, vu qu'elle est duchesse. Il tenta alors de se relever, mais son corps était engourdi. De plus, il était rattaché à des potions magiques appelées sources de vie, utilisées pour maintenir les personnes dans le coma en vie. Son corps était faible, il ne pouvait pas marcher et arrivait à peine à sentir le mana. Il avait tous les symptômes d'un mana rush. Être victime d'une déviation du mana dans l'au-delà est très surprenant, mais la solution est juste à côté. Il attrapa les sources de vie et absorba leur mana pour se régénérer. En le faisant circuler correctement dans son corps, il avait retrouvé assez de force pour bouger. Sa sœur, qui venait d'arriver avec son repas, le surprit en train de marcher. Ethan, mais que fais-tu? Retourne immédiatement te coucher. Ne sais-tu pas dans quel état est ton corps? Ne t'inquiète pas, je suis en grande partie guéri. Mais comment est-ce possible? Le médecin a dit qu'il te faudrait plus de 6 mois de rééducation pour pouvoir bouger après ton réveil. Pendant combien de temps j'étais dans le coma? Pendant 10 ans. Quoi? 10 ans? Viens d'abord t'asseoir, mon frère. Tu viens de te réveiller. Tu es encore faible. Tu devrais manger. Veux-tu du lait? Non, ça va, mais je suis surpris. Je n'aurais jamais imaginé l'au-delà ainsi. Arrête de parler de l'au-delà. Tu es toujours à vie. Pourquoi me fais-tu autant peur? De quoi parles-tu? Tu es mort et moi aussi, ainsi que notre troisième et quatrième frère. Personne n'est mort, Ethan. Ce n'est pas l'au-delà. Et aucun de nos frères n'est décédé. Mais que dit-elle? Je me souviens parfaitement. J'ai été transpercé par le roi dragon. Comment pourrais-je être en vie? Quel âge as-tu en ce moment, ma sœur? J'ai 20 ans. Et moi alors? Tu as 19 ans, Ethan. J'avais 19 ans quand les dragons ont commencé à envahir le continent. Père est-il déjà parti en guerre? Ethan, mais que dis-tu? Ça s'est passé il y a 15 ans. Père est mort et notre famille a beaucoup sacrifié. Et nous avons donc pu conclure un pacte de non-agression avec ces monstres. Quoi? Nous avons signé un pacte de non-agression avec les dragons? Oui, c'est cela. Pour Ethan, tout ceci était de plus en plus absurde. De mémoire, ils n'ont jamais fait de pacte. La seule explication qui était plausible est qu'il a régressé 13 ans dans le passé. De surcroît, le passé d'un monde différent du sien. Soit, et où sont nos domestiques? Nous n'en avons pas. Mais nous sommes des dupes. Pourquoi n'avons-nous pas de serviteurs? Car nous n'avons pas d'argent. Qu'en est-il de nos trésors de famille? Pourquoi ne pas les vendre? Mon frère, nous ne pouvons pas. Notre maison est maintenant cette vieille cabane. Nous n'avons plus d'objets précieux. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Non, notre famille est ruinée. Et merde, j'ai régressé dans ma famille ruinée. Voici l'Empire Aidern, la 7e et le plus petit territoire du continent. Mais il était respecté car la famille Ardan s'y trouvait. Les Ardan n'ont donc jamais vécu dans une maison aussi miteuse. Même lors de la guerre, leur maison n'a jamais été une cabane en bois. Notre famille a beaucoup sacrifié pendant la guerre. Le roi ne nous a-t-il pas récompensé? Nous avons reçu le prix de notre sacrifice. Alors pourquoi vivons-nous ici? Sa Majesté Zikmund, le 17e roi, a déclaré notre famille protectrice du royaume. Il t'a donc accordé à toi l'héritier légitime, l'immunité. Tu seras donc pardonné pour n'importe quel crime, sauf la trahison. Pouvoir faire n'importe quoi sans conséquences et plaisance. Mais ça n'explique toujours pas notre situation actuelle. Le roi les avait aussi récompensés avec des bijoux et de l'or. Mais le Sénat les a exilés il y a 10 ans au pavillon de chasse. Le Sénat est constitué des 12 maisons collatéraux de la famille Ardan. Après la mort du patriarche, le roi ordonna au Sénat de
diriger la famille. Il justifiait cela en disant qu'il avait peur que Ethan abuse de l'immunité qu'on lui a accordée à un si jeune âge. Ils profitèrent alors de l'occasion pour prendre le contrôle et évincer la famille principale. Sa sœur s'en voulait pour n'avoir rien pu faire. Il y a 10 ans, Ethan tentait de recouvrir la capacité de vision de leur famille perdue il y a des années. Au cours de ce processus, il subit un mana roche et tomba dans le coma. Ses frères et sœurs n'étant encore que des enfants ne pouvaient rien faire. Pour Ethan, il était le seul coupable pour ne pas avoir réussi à protéger sa famille. Mais sa sœur lui dit de relever la tête car elle sera toujours heureuse tant qu'il va bien. Notre héros profita de la nuit pour remettre ses idées en place. Entre la joie de revoir sa sœur, l'idiot de roi qui a coupé les liens de sa famille et ses bâtards de collatéraux qui ont trahi les Ardam, sans parler du fait qu'il n'a aucune idée de pourquoi il est revenu à la vie. Mais son prochain objectif était clair, retrouver sa force dans 8 mois maximum pour empêcher le Sénat de voler sa place de patriarche et leur faire payer leur trahison. Le lendemain, la duchesse prépara le ragoût de son frère, puis partit voir le chambellan qui gère normalement les tâches de la maison. Que voulez-vous, Malady? J'aimerais que vous partiez d'ici dès aujourd'hui. Cela m'est impossible. C'est notre travail de rester ici. S'il vous plaît, allez-vous-en. On dirait que vous n'avez pas compris. Je suis un membre de la famille du baron Karka, pas du duc, et le baron m'a ordonné de rester ici, donc je n'irai nulle part. Elle se retourna impuissante. Ethan descendit pour prendre le petit déjeuner et la remarqua. Il demanda alors à sa sœur pourquoi elle a dit qu'il n'avait pas de domestique alors qu'ils sont là. Elle lui expliqua que ce ne sont pas leurs serviteurs, mais des hommes engagés par les familles collatéraux. S'ils sont ici juste pour vagabonder, alors envoyons-les. J'ai essayé, mais ils refusent de partir. Soit, continue à manger, je reviens. Au salon, le grand chambellan était aux anges. Tout le monde sait que la famille Artan est déchue. Et vu qu'il a été engagé par les vassaux qui ont trahi ces derniers, tout ce qu'il avait à faire, c'est se la couler douce toute la journée et attendre la fin du mois pour prendre son salaire. Le travail parfait. Pendant qu'il réfléchissait à ce qu'il obtiendrait, en prévenant le baron que le duc s'est réveillé, Ethan surgit et lui fracassa la mâchoire, l'envoyant vancer comme une feuille. Toi, sale bâtard, comment oses-tu? Est-ce moi que tu traites de bâtard? Archiduc, n'êtes-vous pas malade? Ethan se rapprocha, saisit le majordome par le cou et le souleva tel une brindille. Celui-ci rappela qu'il est un membre de la famille du baron et qu'on ne peut le traiter ainsi. Mais le duc s'en foutait royalement, le tapassa jusqu'au sang devant les yeux horrifiés des autres serviteurs. Il ordonna aux autres d'aller immédiatement aider la duchesse et ils s'exécutèrent. Le duc relâcha ce sale rat, puis lui donna un dernier avertissement. Dorénavant, fais bien ton travail ou tu auras affaire à moi. Le grand chambellan jura qu'il ferait correctement son travail comme si sa vie en dépendait. Mais dès qu'Ethan eut le dos tourné, il préparait déjà son rapport et sa vengeance. Malgré la force qu'il venait de montrer, le corps du duc était toujours frêle. Sans le mana, il se serait fait humilier par ses majordomes. Il médita donc pour absorber plus de mana. Mais comme il le pensait, son noyau et ses veines de mana étaient brisées et éparpillées partout dans son corps. Pour un chevalier moyen, cela aurait signifié la mort. Mais pour Ethan, qui est le meilleur du continent, cela est une opportunité parfaite de s'améliorer. Pour accumuler du mana, la première étape s'appelle la résonance. Au cours de ce processus, on absorbe et stocke le mana dans son corps. Il commença par soigner ses poignets, puis petit à petit s'attaqua au reste de son corps. Après avoir récupéré un peu de mana, il s'attaqua à son problème principal, son manque d'endurance. Son programme était simple, faire des pompes jusqu'à épuisement, courir au point d'avoir les pieds ensanglantés et répéter le même processus encore et encore, du matin jusqu'au soir. Son sang-froid était tel que tous ceux qui le voyaient étaient pétrifiés. Soudainement, un écuyer arriva en criant le nom de la duchesse. Ethan lui demanda qui il est et ce qu'il voulait à sa sœur. Ce dernier répondit que le jeune maître Mirs faisait de l'agitation au bar. Ce nom lui était familier car c'est celui de son jeune frère, mais celui-ci ne buvait que du lait et était obsédé par la musculation. Même lors des événements familiales, il ne buvait aucune goutte d'alcool. Comment son jeune frère qui était si soigné et vouait un vrai culte à son corps pourrait se retrouver dans un bar? Le majordome l'accompagna alors au compte d'une pub. Mais dès qu'il ouvra la porte, le mobilier s'envolait, balancé par un ivrogne au milieu de la salle. Celui-ci était bel et bien son jeune frère Mirs. Il remarqua aussi les brigands du comptoir qui encourageaient son frère à tout casser. Ça en était tout. Dans ses souvenirs, son frère était un chevalier délicat qui a combattu les dragons jusqu'à sa mort. Mais dans cette temporalité,
réalité, c'est une merde d'ivrogne qui passe sa journée à se saouler et à déshonorer la famille du duc. Hans lui indiqua le chef des bandits qui tentait de dépraver son frère. Il savait maintenant à qui s'en prendre. Il assomma Mears, puis se dirigea vers ses brigands. Leur leader voulut s'excuser et s'échapper en douce. Mais Ethan leur répondit que personne ne quittera cette salle. Il voulut négocier avec l'archiduc, mais ce dernier avait déjà pris sa décision. Mon cher duc, vous devriez vous arrêter maintenant. Vous n'êtes pas en forme. Vous risquez de vous blesser. Depuis quand une sale merde telle que toi ose s'adresser à une madame, disparaît, sale merde. Ce fut au tour de leur leader. Il tenta de bloquer l'assaut, mais d'un geste souple, Ethan réduisit ses mains en miettes. Ces hommes accoururent aider leur chef, mais Ethan les massacrèrent jusqu'au dernier. Le majordome retenait son souffle, de peur d'être le suivant. Hans, oui chef, je retourne avec mon frère. Occupe-toi des affaires ici. Mears se réveilla des heures plus tard. Dans son ivresse, il croyait avoir vu son frère, mais il savait que c'était faux. Hey, tu es debout? Hey, Ethan, je rêve pas? C'est vraiment toi? Qui d'autre veux-tu que je sois? Il enlaça chaleureusement son frère. Cette période d'alcoolisme n'était qu'une rupture de carrière. Mears est et restera un nounours. Il lui fit promettre de ne plus jamais boire aucune goutte d'alcool. Bien, maintenant dis-moi où est Théron. S'est-il passé quoi que ce soit? Ma soeur n'a pas voulu m'en parler. Mears lui avoua que Théron est parti dans une autre famille pour apprendre une technique différente de celle des Ardanes. Sais-tu au moins dans quelle famille il est parti? Malheureusement non. C'est bon, rentrez. Bonjour, Seigneur Mears. Vous allez bien, j'espère. Va droit au but, Hans. Que veux-tu? Voici l'or que j'ai récupéré sur les bandits que vous avez tabassés la nuit dernière. Le sac était plein de pièces d'or. Actuellement, Ethan a des problèmes d'argent. Il prit une poignée de pièces d'or, puis jeta le reste à son majordome. Ce dernier remercia chaleureusement l'archiduc. Il demanda à Mears de s'asseoir sur une chaise, puis vérifia son circuit de mana. Hormis quelques impuretés, le corps de son frère n'avait aucun problème. Mears, veux-tu t'entraîner pour devenir un chevalier? Un chevalier? Connais-tu donc les techniques secrètes de notre famille? Oui, je les connais toutes. Ton corps est en parfait état, mais vu les impuretés qu'il y a, tu devras choisir entre l'attaque et la défense. Quel chemin vas-tu prendre? Si j'ai de nouveau cette chance, alors je choisis la défense. Ainsi je te protégerai toi et ma sœur. En es-tu sûr? Si tu choisis la défense, l'entraînement sera un vrai enfer. Oui, je le supporterai. Hans, prépare immédiatement les sacs de sable et les épées en bois. Oui, chef! Au même moment, dans la maison du baron Karga, le patriarche Helmut venait de recevoir le rapport de Hans. Lui indiqua que l'archiduc s'est réveillé. Il écrivit donc une lettre pour prévenir les autres membres du Sénat que l'esprit du pays natal est de retour.